20:00 PM, January 7th, 2026. Dans les eaux froides et impitoyables de l'Atlantique Nord, un navire massif fend la mer, ignorant encore que sa route vient tout juste de croiser celle d'une opération secrète d'une ampleur rarement vue. À première vue, rien ne distingue ce tanker des autres silhouettes d'acier qui sillonnent l'océan chaque jour. Pourtant, sous sa coque, dans l'obscurité glaciale des profondeurs, un jeu d'ombres et de signaux se déroule, un affrontement silencieux où chaque son, chaque onde peut devenir une arme. Ce qui semble être un transport de pétrole banal cache en réalité le cœur d'un conflit discret, une lutte technologique et stratégique entre puissances maritimes. Et au centre de tout cela, un mot d'ordre: ne pas être vu, mais tout voir. Tout a commencé plusieurs semaines plus tôt, bien loin des tempêtes de l'Atlantique. Dans la chaleur du golfe du Venezuela, un autre navire, semblable mais chargé d'intentions bien moins innocentes, se préparait à quitter les eaux calmes du port. À bord, des tonnes de pétrole brut destinées à contourner des sanctions internationales. Le nom du navire à ce moment-là, le Bella 1. Son équipage, confiant, croyait que la mer infinie leur offrirait le meilleur camouflage. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à des centaines de kilomètres, un autre regard les observait déjà. Un regard numérique, celui d'une alliance qui surveille, analyse et anticipe chaque mouvement suspect. Le Bella Eden se mit en route, sans se douter qu'il venait d'être marqué d'une trace invisible. Un signal que ni les vagues ni la distance ne pourraient effacer. Sur les écrans de contrôle du USCGC Monroe, un cutter américain d'élite, la silhouette du navire s'affichait en rouge. Cette unité, conçue pour être plus qu'un simple bateau, agit comme un cerveau flottant. Son réseau de capteurs, de radars et d'algorithmes permet de suivre un navire sans même s'en approcher. Le Bella Eden, persuadé d'échapper à tout contrôle, ignorait que chaque changement de vitesse, chaque déviation de route devenait une donnée, une pièce du puzzle qu'un logiciel puissant recomposait en silence. Les premiers signes d'anomalie furent évidents. Une vitesse irrégulière, un itinéraire incohérent et surtout, un silence radio total. Le Bella Eden avait coupé son transpondeur, espérant disparaître des écrans radars civils. Mais dans l'ère moderne, ce genre de silence ne cache pas, il trahit. Pour les analystes militaires, un navire qui cesse d'émettre devient immédiatement une cible d'intérêt. Dès cet instant, le sort du Bella Eden était scellé. Face à la pression croissante, l'équipage tenta une manœuvre audacieuse. En pleine mer, ils repeignirent leur coque et changèrent le nom du navire, inscrivant en lettres blanches un nouveau nom, Marinara. Comme pour parfaire leur déguisement, ils peignirent un drapeau russe à la proue, espérant ainsi se placer sous une protection implicite du Kremlin. Ce geste, censé être une ruse, allait précipiter leur perte. Car en revendiquant une identité russe, ils forçaient Moscou à agir. Le Kremlin, pour ne pas perdre la face, dépêcha un de ses joyaux les plus redoutés, un sous-marin de la classe améliorée Kilo, surnommé par les marins du monde entier le Trou Noir. Ce monstre d'acier, presque invisible sous l'eau, glissa silencieusement vers la zone d'opération. Sa mission, protéger le Marinara à tout prix. Dans les bureaux de commandement russes, on imaginait déjà un succès éclatant, une démonstration de puissance face à l'Occident. Mais ce que les stratèges de Moscou ignoraient, c'est qu'à des milliers de kilomètres, dans un centre de contrôle discret situé à Kiev, un groupe d'experts ukrainiens surveillait déjà chaque onde sonore émise par leurs sous-marins. Ces ingénieurs, formés au cœur du conflit en mer Noire, avaient mis au point un système d'intelligence artificielle capable de décoder les comportements sous-marins russes avec une précision déconcertante. Ce qui se préparait n'était pas une bataille classique, mais une guerre de données et d'ondes acoustiques. D'un côté, une machine soviétique conçue pour échapper à toute détection. De l'autre, une coalition américano-britannique assistée par les cerveaux ukrainiens, transformant l'océan en une gigantesque toile transparente où chaque son devient une trace. L'équilibre semblait fragile, mais dans cette partie d'échecs sous-marine, la première erreur serait fatale. À bord du Marinara, l'équipage ignorait encore le piège qui se refermait lentement sur eux. Les communications cryptées entre le navire et le sous-marin protecteur étaient interceptées, analysées, répliquées. Dans les airs, à 25 000 pieds d'altitude, des avions de surveillance Boeing P-8A Poseidon décrivaient des cercles parfaits, scrutant la surface et les profondeurs. Chaque seconde,
Leurs radars scannaient des centaines de kilomètres carrés. Pour les pilotes, ce n'était plus un simple suivi de cibles, c'était une chasse silencieuse. Et dans cette praque, où personne ne tirait encore un seul coup de feu, une chose était déjà certaine. La mer, cette fois, ne protégerait pas les fuyards. Elle allait les exposer. « Attends mon signal, envoie la partie suivante », avant de continuer à la deuxième partie. Sous la surface agitée de l'Atlantique, le monstre d'acier russe avançait à pas feutrés. Dans le silence oppressant du poste de commandement du sous-marin, le commandant fixait ses écrans avec la confiance glaciale de celui qui croit contrôler l'invisible. Autour de lui, les hommes écoutaient les signaux sonars comme on écouterait une respiration. Leurs instruments semblaient muets, preuve selon eux que personne ne les suivait. Mais en réalité, chaque mètre qu'ils franchissaient était enregistré, analysé et anticipé par les systèmes alliés. Ce que le commandant russe prenait pour un océan libre était en fait une cage, tissée d'ondes, de calculs et d'algorithmes venus d'ailleurs. Au même moment, à bord du USCGC Monroe, les opérateurs travaillaient dans une lumière bleutée, les casques serrés sur les oreilles. Sur les écrans, des lignes dansaient comme des serpents lumineux, des signatures acoustiques, des empreintes sonores uniques. L'une d'elles venait d'apparaître, régulière, rythmée, presque trop parfaite. L'analyste américain fronça les sourcils, ajusta son micro et dit calmement « C'est lui ». En une fraction de seconde, l'atmosphère dans la salle de commandement changea. Les communications avec les P-8A Poséidon furent établies, le réseau tactique s'activa, et dans un ballet parfaitement synchronisé, les avions, le cutter et les navires de soutien se mirent à converger vers la même zone, à des milliers de kilomètres au nord des Açores. À Kiev, dans un bâtiment sans enseigne, les experts ukrainiens observaient les mêmes données en temps réel. Les graphes se déployaient sur des écrans géants, chaque pulsation révélant la position du sous-marin russe avec une précision effrayante. Le système d'intelligence artificielle, entraîné sur des milliers d'heures d'enregistrement issus des mers de Crimée, reconnaissait les manœuvres comme on reconnaît un visage familier. Chaque changement d'intensité sonore, chaque micro-variation dans la fréquence révélait l'humeur du commandant ennemi. Les ingénieurs savaient avant lui quand il accélérait, quand il hésitait, quand il craignait d'être repéré. Cette supériorité cognitive transformait la mer en terrain prévisible. Dans l'océan, le sous-marin russe tenta un coup de maître, un sprint et drift, une accélération brutale suivie d'un arrêt net pour brouiller les capteurs. Pendant quelques secondes, les instruments alliés perdirent le contact. Sur le pont du Monroe, la tension monta d'un cran. Mais à Kiev, l'IA resta imperturbable. En moins de 10 secondes, elle avait reconstitué le modèle sonore du kilo et corrigé la dérive de sa position. L'erreur humaine avait été supprimée. Le piège restait en place. Les avions britanniques et américains, volant à haute altitude, commencèrent à déployer leurs rideaux de sonobouée. Des dizaines de petits cylindres métalliques furent largués dans la mer, tombant comme une pluie méthodique. Chacun, dès son contact avec l'eau, activa son micro, formant un réseau d'écoute d'une densité inédite. Les sons du sous-marin, amplifiés et traduits en données numériques, remontaient instantanément vers le réseau Link 16, où chaque partenaire de la coalition recevait la même image du champ de bataille. En quelques minutes, l'océan devint une carte tridimensionnelle vivante. Dans le sous-marin, la situation changea brutalement. Les écrans sonars, d'ordinaire calmes, se mirent à afficher des interférences. Des signaux inconnus saturaient les capteurs. Le commandant ordonna de passer en mode silencieux absolu, coupant tout moteur secondaire, réduisant la vitesse à peine au-dessus du point de flottaison. Mais le silence n'était plus un refuge. Les sonobouées avaient créé un filet acoustique si fin qu'aucune manœuvre ne pouvait échapper à sa portée. Le commandant russe décida alors d'employer ses leurres. 5 projecteurs acoustiques furent libérés, chacun émettant une signature sonore identique à celle du sous-marin. Pendant quelques instants, les écrans des opérateurs américains se remplirent de cibles multiples. Mais encore une fois, l'intelligence ukrainienne fit la différence. Les algorithmes analysèrent les pulsations, détectant dans 4 d'entre elles une micro-variation impossible à produire par un moteur humain. En moins de 3 secondes, 4 faux contacts furent éliminés. La position du vrai sous-marin apparut, nette, isolée, vulnérable. L'ordre tomba aussitôt, verrouillage. 2 Poséidons amorcèrent une descente lente, adoptant une trajectoire en cercle pour former une spirale acoustique.
Ils libérèrent une centaine de nouvelles sonobouées, créant une zone de confinement où chaque bruit, chaque vibration était renvoyée et amplifiée. Le commandant russe comprit trop tard qu'il était pris au piège. Il tenta une plongée rapide vers les abysses, cherchant une couche thermique pour se cacher. Mais les Poséidons s'ajustèrent immédiatement, adaptant leur fréquence pour percer la dissimulation. Alors, dans un ultime geste, il lança son brouillage électronique. Pendant quelques secondes, les transmissions alliées furent saturées. Des opérateurs américains, les yeux rivés au moniteur, virent les courbes s'effondrer, puis revenir. Les systèmes automatiques avaient basculé en mode de saut de fréquence, contournant la perturbation. L'avantage venait de basculer définitivement. À ce moment précis, un des avions américains plongea à basse altitude et largua 2 torpilles d'exercice. Elles n'étaient pas armées, mais chacune d'elles émettait une onde sonore d'une intensité telle qu'elle pouvait désorienter les systèmes les plus avancés. Le bruit atteignit le sous-marin russe comme un tonnerre. Les écrans sonars devinrent blancs, les capteurs s'éteignirent les uns après les autres. Le commandant ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Dans son navire de 400 millions de dollars, il se retrouvait aveugle et sourd. L'unité la plus discrète de la marine russe venait d'être neutralisée sans un seul tir réel. Pendant que le monstre d'acier se repliait en profondeur, la mer en surface se préparait à un autre spectacle. Le tanker Marinara, désormais sans protection, continuait d'avancer à pleine vitesse. À l'horizon, les hélicoptères du 160th Special Operations Aviation Regiment approchaient, volant si bas que leurs rotors frôlaient la crête des vagues. Dans leurs coques sombres, des hommes vêtus de noir, casqués, prêts à s'élancer dans l'enfer du vent et du sel. Ils n'étaient pas là pour discuter. Leur mission, reprendre le contrôle du navire avant qu'il ne puisse franchir la ligne des eaux internationales. Quand les hélicoptères furent à portée, la mer explosa de bruit et de lumière. Un dispositif acoustique fut activé, ordonnant en anglais et en russe d'arrêter immédiatement les machines. Mais le capitaine du Marinara, crispé à son poste, refusa d'obéir. Il serra les manettes, maintenant la vitesse maximale. Ce fut sa dernière erreur. Les pilotes alliés répondirent par un avertissement visuel. Des rafales de mitrailleuses tracèrent dans l'eau des lignes de feu, juste devant la proue. Le message était limpide. Quelques secondes plus tard, le signal d'exécution fut donné. Les portes des hélicoptères s'ouvrirent. Des cordes tombèrent dans le vent. Les opérateurs descendirent en un mouvement fluide, presque irréel. Malgré le tangage violent, ils touchèrent le pont du navire avec une précision mécanique. En moins de 2 minutes, les grenades sonores retentirent, inondant les couloirs de lumière et d'ondes de choc. Les marins russes, désorientés, lâchèrent les commandes. Le pont fut pris, la passerelle sécurisée, les moteurs coupés. Dans le vacarme des hélices, un silence nouveau s'installa. Sur le pont du Marinara, les hommes du Monroe hissèrent le drapeau américain et le pavillon de la coalition. L'immense navire, quelques instants plus tôt symbole de défi, flottait désormais immobile, docile, sous contrôle total. Le capitaine russe, blême, fixait la mer, incapable de comprendre comment son monde s'était effondré si vite. Ce n'était pas une bataille, c'était une démonstration. Une opération chirurgicale exécutée sans une seule perte humaine, mais aux conséquences stratégiques dévastatrices. Attends mon signal avant la 3e partie. Le Marinara était désormais immobile, prisonnier d'un océan redevenu calme, mais chargé de tension. Autour de lui, les vagues frappaient la coque comme pour rappeler la fragilité de tout ce qui flotte. Les hélicoptères tournaient encore, leurs rotors soulevant un nuage de sel et de brume. À bord, les hommes du Monroe sécurisaient méthodiquement chaque recoin du navire. Les compartiments étaient fouillés, les transmissions interceptées, les données copiées. Tout devait être analysé, chaque disque dur, chaque registre, chaque message. Ce tanker, en apparence ordinaire, venait de devenir une mine d'informations sur la structure clandestine de la flotte d'ombre russe, ce réseau complexe de navires qui depuis des mois tentait de contourner les sanctions internationales. Pendant que les équipes terminaient de verrouiller le pont, les premiers rapports remontaient vers les quartiers généraux. À Washington, à Londres, à Bruxelles, les écrans s'allumaient. Les visages des officiers supérieurs se succédaient sur les visioconférences cryptées. L'opération était un succès absolu. Aucun tir mortel, aucune victime, mais un impact stratégique d'une ampleur considérable. Le pétrole saisi représentait des millions de barils de brut,
Mais ce n'était pas sa valeur marchande qui importait. Ce qui comptait, c'était le symbole. Pour la première fois, la coalition avait frappé au cœur du dispositif économique clandestin de Moscou, démontrant qu'aucune route maritime, aussi éloignée soit-elle, n'était hors de portée. À Kiev, les ingénieurs qui avaient suivi en direct la neutralisation du sous-marin se laissèrent aller à un court moment de soulagement. Dans leurs locaux sans fenêtres, les graphiques défilaient encore, les données acoustiques se transformant déjà en modèles pour la prochaine génération d'algorithmes. L'un des responsables techniques, ancien officier de la marine, murmura une phrase presque anodine. « La mer ne leur appartient plus ». Cette phrase, reprise ensuite dans plusieurs médias occidentaux, allait devenir le symbole d'une ère nouvelle où la guerre ne se gagnait plus par la force brute, mais par la précision de l'information. Le sous-marin russe, quant à lui, n'était plus qu'un point perdu sur les cartes. Selon les estimations des analystes, il avait plongé profondément dans une zone de faille océanique pour échapper à la surveillance. Ses systèmes étant aveuglés, il avait probablement perdu tout contact avec le commandement. Certains experts affirmaient qu'il avait tenté de regagner les côtes de Mourmansk, d'autres pensaient qu'il avait été rappelé d'urgence vers la mer de Barents pour une inspection technique. Quelle que soit la vérité, son prestige, lui, avait coulé. Dans les cercles militaires russes, la perte de contrôle du kilo était vécue comme une humiliation. Les réseaux d'analyse proches du ministère de la Défense évoquaient déjà une enquête interne, cherchant à comprendre comment une technologie de plusieurs centaines de millions de dollars avait pu être neutralisée sans un seul tir réel. Sur les marchés internationaux, la nouvelle de la saisie du Marinara fit l'effet d'une onde de choc. Les compagnies d'assurance maritime suspendirent temporairement leur couverture pour plusieurs routes commerciales liées aux exportations russes. Les prix du transport de pétrole grimpaient en flèche, les courtiers de Singapour, d'Athènes et de Dubaï tentaient désespérément de recalculer leurs marges. En quelques heures, les contrats sur le brut russe perdirent toute stabilité. Le message était clair, transporter du pétrole sous faux pavillon n'était plus un pari rentable. Pour le Kremlin, l'impact économique se doublait d'un désastre diplomatique. La Russie se retrouvait confrontée à une double crise, la perte d'un navire clé de sa flotte d'ombre et la révélation publique de sa vulnérabilité technologique. Dans les discussions internes au Conseil de sécurité, certains responsables plaidaient pour une riposte symbolique, d'autres prônaient la discrétion pour éviter d'aggraver la perte de crédibilité. Vladimir Poutine, selon plusieurs sources diplomatiques à Moscou, aurait exigé un rapport détaillé sur la participation présumée de l'Ukraine à l'opération, furieux de constater que Kiev était désormais capable d'étendre sa supériorité technologique bien au-delà de la mer Noire. Du côté occidental, la réaction fut mesurée mais triomphante. Les communiqués officiels parlaient d'une « opération multinationale de sécurité maritime », sans mentionner directement la Russie. Mais les analystes savaient que le message avait été reçu 5 sur 5. Les images satellites diffusées par plusieurs agences montraient le Marinara escorté par des bâtiments alliés vers un port sécurisé en Islande. Le navire allait être examiné de fond en comble, ses cargaisons répertoriées, ses circuits financiers tracés. Les juristes parlaient déjà d'une procédure de confiscation complète au titre des sanctions internationales. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'histoire prenait une autre dimension. Des vidéos de la saisie, captées depuis les cockpits des hélicoptères ou les caméras embarquées des équipes d'abordage, commençaient à circuler. Les internautes du monde entier découvraient la puissance silencieuse d'une opération menée avec une coordination parfaite. Les commentaires se multipliaient. Certains saluaient la précision tactique, d'autres s'interrogeaient sur la portée stratégique de ce coup de filet. Mais un détail retenait surtout l'attention. La collaboration entre les forces occidentales et les ingénieurs ukrainiens. Pour beaucoup, c'était la preuve d'une nouvelle ère de coopération militaire et technologique. Le succès du Marinara ne se limitait pas à une victoire navale. Il redéfinissait les équilibres stratégiques. L'Atlantique, longtemps perçu comme un espace lointain et neutre, devenait une zone de surveillance totale. Chaque signal émis, chaque trajectoire suspecte pouvait désormais être détecté, analysé et contré. Les experts parlaient d'une transparence océanique, une révolution silencieuse dans l'art de la guerre moderne. Là où autrefois la puissance se mesurait à la taille des flottes, elle se mesurait désormais à la qualité des données. Pour les forces alliées, cette opération servait de démonstration à double usage, prouver la capacité d'agir n'importe où
et envoyer un avertissement clair à tous ceux qui espéraient exploiter les failles du système international. Ce message, sobrement formulé dans un rapport confidentiel transmis à l'OTAN, disait simplement « La mer n'est plus une zone d'impunité ». Sur le plan humain, les marins du Monroe, épuisés mais fiers, observaient le navire capturé dériver lentement dans la lumière du matin. Ils savaient que leur mission venait de marquer un tournant. Derrière les chiffres, les radars et les algorithmes, il restait toujours ce moment de silence après la tempête. Ce moment où l'on réalise que l'histoire vient de changer de cap. Dans les heures qui suivirent, les journaux du monde entier titrèrent sur cette opération sans précédent. Les analyses affluaient, les débats s'enflammaient, chacun y voyant une leçon différente. Pour les uns, la victoire de la technologie sur la ruse. Pour les autres, la preuve que l'unité entre nations pouvait encore l'emporter sur la clandestinité. Ce qui était certain, c'est que le Marinara ne serait plus jamais un navire comme les autres. Il était devenu le symbole d'un monde où la vérité ne se cache plus dans les profondeurs, mais remonte toujours, tôt ou tard, à la surface.